Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Toi, Ce soir, nous allons parler de nos ancêtres lacustres avec comme invité du soir Pierre Corboud, archéologue et préhistorien. Il se présentera un petit peu plus loin. Il le fera bien mieux que moi. Présentation de l'ASL, en bref, une association créée il y a plus de 40 ans, franco-suisse bien évidemment, comme le Léman. Près de 4000 sympathisants, une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique et surtout de référence scientifique. Je crois que c'est vraiment ce qui fait l'ADN, entre autres, de l'ADN, de l'ASL. Qu'est-ce qu'on fait? Des actions sur le terrain, notamment l'opération de nettoyage Netlément qui aura lieu au mois de mai prochain, des actions de lutte contre des espèces exotiques invasives. On fait beaucoup d'informations, de sensibilisation, les webinaires de ce soir, également dans les écoles, par exemple, ou lors de manifestations. Participe à l'élaboration de politiques publiques et de la recherche des enquêtes en collaboration avec le monde académique. Eh bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, une petite introduction de ma part sur le sujet. Ici, Alfred Merlin, qui est né en 1876 en France. Il est dit de ce monsieur que c'est le fondateur de l'archéologie sous-marine. Hein, on parlera certes de nos ancêtres, mais aussi un petit peu d'archéologie. Comment est-ce qu'on va sous l'eau pour prélever, pour observer, pour découvrir le passé, comment vivaient nos ancêtres. Alors aujourd'hui, l'archéologue pourrait ressembler à cela. Hein. Ici, Ocean One K, qui est peut-être l'archéologue aujourd'hui le plus moderne, mais surtout bah, la chance avec un archéologue de cette carrure, c'est de pouvoir aller très profond, aller observer, voir, découvrir des sites qui sont aujourd'hui inaccessibles ou seulement avec des petits robots. Mais ceci n'est pas le sujet de ce soir. On va rester un petit peu plus si je puis dire, les pieds sur terre par rapport à l'archéologie qui se passe dans le Léman. Donc ce soir, notre invité, Pierre Corboud, que j'ai eu le plaisir bah, de côtoyer, de partager sa passion pour le lac, pour les sites palafitiques. Mais Pierre, je te passe tout de suite la parole parce que tu sauras bien mieux que moi comment te présenter. Merci encore d'être là, Pierre. merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, Adrien m'a présenté comme étant un préhistorien et un archéologue. Je tiens beaucoup à ce terme préhistorien, dans la mesure où l'archéologie est un domaine extrêmement vaste et ma spécialisation, c'est la préhistoire et en particulier les sites palafitiques. Donc, les sites palafitiques, ce terme palaffitique vient en fait de l'italien palafite, pieux planté, et concerne l'ensemble des villages préhistoriques, en général du néolithique et de l'âge du bronze, qui ont été occupés dans nos régions, à peu près, je dirais, entre 5000 et puis 1000 avant notre ère, en gros, mais essentiellement dans les zones littorales. Donc, c'est vraiment des gens, on verra ça par la suite, vraiment dans leur mode de vie, etc. Mais leur caractéristique, c'est de se mettre au bord de l'eau. Pourquoi? On en parlera tout à l'heure. Donc, de mon côté, j'ai travaillé plus de 40 ans dans ce domaine, principalement dans le cadre de l'Université de Genève, ce qui ne m'a pas empêché de faire un peu des excursions, je dirais, que ce soit en Égypte, dans les Émirats arabes unis et ailleurs, histoire de voir un peu du pays, surtout en hiver. Cela dit, l'étude des palafites autour des Alpes, autour de l'arc alpin, ça se fait surtout en hiver, et ça, on le verra plus tard. Voilà. Donc là, je laisse la parole à Adrien pour lancer la discussion et je me ferai un plaisir de vous dire, pas tout ce que je sais, ce sera un peu trop long, mais au moins, disons, le principal par rapport à ces habitants des Palafites. Merci Pierre. Effectivement, Pierre en sait beaucoup, beaucoup. J'ai eu la chance de discuter longuement avec lui dans le cadre de la préparation de ce webinaire. Donc voilà un petit peu le programme de ce soir. On va découvrir ces lacustres, hein, comme on aime à les appeler. Euh, Pourquoi est-ce que leurs villages sont sous l'eau? On va parler un peu de climat. On va aussi parler d'archéologie, parce que finalement, c'est aussi intéressant de découvrir ce métier d'archéologue sous l'eau. Et on verra effectivement comment est-ce que ces populations vivaient et surtout les enseignements qu'on a à tirer aujourd'hui de leurs adaptations à l'environnement. Hein, la découverte des lacustres, il paraît que c'est une affaire nationale. Pierre, tu nous en dis un petit peu Tout plus? à fait, tout à fait. Alors en fait, cette date de 1854, elle est très emblématique. Alors
En réalité, il y a eu des découvertes de pilotis préhistoriques dans les lacs de Suisse, même du Léman, bien avant, mais c'est vraiment en 1854, à l'occasion d'une baisse exceptionnelle du niveau des eaux, où à Meilen, plus exactement Obermeilen, le lac de Zurich s'est asséché d'environ 1 mètre à 1,20 m plus que d'habitude, et des enfants se promenant sur les fonds lacustres émergés ont trouvé des objets de céramique, d'os, de bois de serre, etc., les ont amenés à leur instituteur. Et c'est à partir de ce moment-là que certains lettrés de la région se sont dit, tiens, il se passe quelque chose. On a peut-être eu des occupations humaines qui étaient dans ces zones-là. Et c'est surtout Ferdinand Keller, le président de la Société suisse des antiquaires, qui lui s'est attaché à ce problème. Et à cette époque-là, on avait aussi la découverte, enfin, pas vraiment la découverte, mais on avait vraiment la connaissance de villages sur pilotis en Indonésie en particulier, qui est des images qui avaient été ramenées par l'explorateur Raymond d'Urville. Et donc, Ferdinand Keller a eu le mérite, c'est quasiment son principal mérite, de faire la liaison de ces images anciennes, celle par exemple qu'on peut voir en bas à gauche, qui est une image de nos lacs, mais en fait qui est une image complètement inspirée d'un des dessins ramenés de l'expédition de Raymond d'Urville, du Mont d'Urville. À partir de là, véritablement, il y a un engouement énorme dans l'ensemble de la Suisse pour ces découvertes, étant donné que on voyait un côté un peu romantique à ces habitations qui se trouvaient sur l'eau. Et puis surtout, on était très proche de la signature de la Constitution de 1848, qui était une constitution, la première véritablement constitution suisse importante, et une constitution qui insistait sur le Sonderfall suisse, c'est-à-dire que le fait qu'on était un petit pays au sein de toute une série de pays autour des Alpes, et ces pays avaient encore des gouvernements souvent monarchiques, parfois autoritaires, et donc la Suisse tenait véritablement à garder son indépendance et l'indépendance des lacustres, comme on les appelait à l'époque, avec des villages sur des plateformes construites sur les eaux et avec un pont qui les reliait à la terre, qui aurait pu être cassé ou démonté en cas d'attaque. C'était vraiment un modèle extrêmement intéressant. En plus, on était à quelques années après la guerre du Sonderbund, où les conflits politiques, mais surtout religieux, avaient touché la Suisse. Et là, les lacustes, ma foi, on ne sait pas quelle était leur langue, donc on pouvait imaginer qu'ils parlaient la même langue, et donc il n'y avait pas de problème religieux ou linguistique, et donc c'était un élément fédérateur qu'on pourrait comparer avec les Gaulois pour la France. En Suisse, on n'avait pas les Gaulois, mais on avait les lacustres. Voilà. Et il y a eu toute une série d'images extrêmement romantiques, extrêmement fausses, bien sûr, mais magnifiques malgré tout, qui ont représenté ce peuple lacustre avec tout son romantisme, avec toute sa naïveté. Et c'est des images que j'adore, même si elles sont totalement fausses. Alors, à partir du moment où cette découverte a été faite dans le lac de Zurich, elle a eu un retentissement énorme, alors principalement en Suisse tout d'abord, mais quasiment tous les historiens, parce qu'on ne parlait pas vraiment d'archéologues à l'époque, ou des antiquaires, c'était une manière un peu de se qualifier quand on s'intéressait au passé, se sont intéressés à aller regarder dans leurs lacs, que ce soit le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, le lac de Bienne, dans leurs lacs s'il y avait des pilotis, s'il y avait des objets archéologiques comparables à ceux qui avaient été trouvés à Meilen dans le lac de Zurich. Et dans le Léman, par exemple, il y avait un groupe de trois chercheurs, donc Adolphe Morlot, qui était plutôt un géologue qu'un archéologue, euh, euh, Ferdinand, attendez, Frédéric Troyon, qui était le premier fondateur du musée d'archéologie de Lausanne, et Alphonse Forel, donc le père de François-Alphonse Forel, bien connu des, des biologistes lémaniques. Eh bien, ils ont voulu faire une première expérience, et donc Adolphe Morlot a fait fabriquer un casque en tôle de fer, alimenté en air depuis la surface avec un tuyau. Je ne sais pas très bien en quelle matière était le tuyau en 1854, mais le fait est, il a plongé, enfin il est descendu le long d'une échelle pour aller essayer de ramasser des objets, d'explorer le fond lacustre d'un endroit qui s'appelait la Grande Cité, qui s'appelle toujours la Grande Cité, et qui était une des plus grandes stations littorales de la région. Alors, cette expérience n'a pas très bien marché, n'a pas très bien réussi. D'ailleurs, quelques années plus tard, enfin pas mal d'années plus tard, on a essayé de la reconstituer
avec cette fois un casque comparable, fabriqué d'après les instructions d'Adolphe Morlot, mais ça a bien montré qu'en fait, ce n'était pas vraiment la solution pour aller explorer les fonds lacustres et les stations palafitiques ou lacustres en particulier. Alors, dans le Léman, bien sûr, la figure de François-Alphonse Forel est extrêmement célèbre. C'est lui véritablement qui a créé cette discipline qu'est la limnologie, mais c'était aussi quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux lacustres, bien sûr, mais surtout au passé, au patrimoine ancien. En cela, il était véritablement un digne héritier de son père, François Forel, qui lui était historien. Et très vite, François-Alphonse Forel s'est intéressé à explorer et à étudier l'ensemble des sites palafitiques, d'abord de la région de Morges. Sur l'image précédente, on voyait très bien l'église de Morges en arrière-plan, et c'est à lui que l'on doit la première carte des sites palafitiques, des sites lacustres, comme on les appelait à l'époque, de l'ensemble du Léman. Alors sur cette carte, vous en voyez 47 par exemple, les derniers étant à Thonon, il les a numérotés à partir de Villeneuve. Et donc, ces 47 sites lacustres ou palafitiques, c'était la carte que j'avais à disposition quand j'ai commencé à m'y intéresser dans les années 80, plus exactement en 1977-78, pendant mes études d'archéologie à l'Université de Genève. Aujourd'hui, je dois vous avouer qu'il n'y en a plus 47. Il y en a quasiment la moitié, en tout cas un bon tiers, qui était érodé, qui a disparu, victime de l'érosion naturelle, mais il y en a encore, en tout cas, une bonne trentaine, une bonne trentaine en tout cas, qui sont encore assez bien conservées pour pouvoir en tirer des informations. Et cette carte, aujourd'hui, nous l'avons refaite, bien sûr, nous l'avons redessinée, et elle représente véritablement l'ensemble du patrimoine palaffitique du Léman. Alors, l'interprétation qui avait été proposée à l'époque par Ferdinand Keller, c'était de voir en fait des plateformes, vraiment des espèces de plateaux construits sur des pilotis au-dessus du lac, donc qui étaient totalement séparés de la rive ancienne. Et évidemment, il fallait avoir un pont pour pouvoir se relier, pour pouvoir aller sur Terre. Et les maisons étaient construites, d'après les archéologues anciens, les historiens anciens, étaient construites sur ces plateformes. C'est un modèle qui ne tient pas du tout la route. Alors, pour un tas de raisons qu'on verra plus tard, principalement parce que les maisons que l'on a retrouvées aujourd'hui, quand on a fait des fouilles beaucoup plus précises récemment, à partir des années 1920-1950 par là autour, et c'est entre autres en Allemagne, dans les zones de tourbières, où toute une série de découvertes comparables ont été faites, où l'on a vu que c'était des maisons qui étaient construites dans un milieu humide, mais pas forcément sur les eaux d'un lac ou d'un marais. Et donc aujourd'hui, on sait très bien que ces maisons ont été construites sur ce qu'on appelle la benne émergée, c'est-à-dire la terrasse lacustre émergée, et ceci essentiellement pendant des périodes où le niveau des lacs était beaucoup plus bas. Donc la fameuse image de la maquette de Götzinger de 1870, elle est très jolie, elle est très belle, elle fait rêver les enfants dans les expositions, mais c'est complètement faux. Et il faut aujourd'hui imaginer un modèle je dirais beaucoup plus classique, beaucoup moins romantique peut-être, mais qui a été vérifié par les recherches les plus récentes. Magnifique. Merci Pierre pour cette première petite partie introductive sur le sujet. Avant de continuer d'avoir la réponse à cette question du pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tous ces villages sont sous l'eau, parce qu'on a bien compris qu'ils n'étaient pas sur l'eau à l'époque. Du coup, Pierre, tu vas nous expliquer ces différences de niveau et pourquoi est-ce qu'on a eu ces différences de niveau. Voilà, alors bon, cette différence de 5,6 mètres, elle était observée, 5,5, 5,6, elle est observée sur deux sites lémaniques essentiellement. Donc, ce n'est pas la généralité, mais étant donné que c'est le plus bas niveau, on a trouvé des vestiges archéologiques. Et quand je parle de vestiges, c'est ce qu'on appelle la couche archéologique. La couche archéologique, c'est aussi appelé fumier lacus, c'est l'ensemble de tous les déchets de l'habitation, les vanneries qui sont percées, les restes de copeaux, d'écorce, les restes alimentaires aussi, enfin tous les éléments organiques, végétaux principalement, le reste a tendance à pourrir, qui est conservé. Et ça, c'est de la couche archéologique qui sédimente et qui reste dans la partie un peu au large du village au moment où le village est occupé. Or, on a d'une part sur les rives de Prangin,
au lieu d'Issadé, on a un village qui a 5,5 mètres de profondeur. Dans la plus grande profondeur, c'est celle-là. Et dans le canton de Genève, on a le village d'Asnières-Bassy qui lui aussi a cette profondeur-là. Alors c'est assez étrange, parce que ça veut dire que le niveau du lac a dû descendre au moins de 5,6 mètres, peut-être plus d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à toutes époques, la variation du niveau du Léman était liée à des phénomènes saisonniers, aujourd'hui que l'on voit un peu moins, mais quand même encore. Et donc pour cela, il a fallu qu'il y ait un déficit en eau énorme sur l'ensemble du Léman. Et ce déficit en eau provient de deux facteurs, entre autres, on verra qu'il y en a d'autres aussi. C'est d'une part la pluviosité, donc la baisse de pluviosité pendant certaines périodes, mais surtout aussi l'augmentation de la température ou la baisse de la température. Et sur ce diagramme-là, un petit peu compliqué, je dois le dire, on voit les pointes rouges vers le bas, qui sont les périodes de chaleur plus importantes, et les pointes bleues vers le haut, qui sont les périodes où, au contraire, on avait des températures plus basses. Et comme par hasard, les sites palafitiques se trouvent occupés pendant les périodes où on a les plus grandes chaleurs. À cela, il faut encore ajouter le problème de la fonte des glaciers, bien sûr. La fonte des glaciers qui aurait tendance à corriger ces températures, ces baisses de niveau, mais les glaciers ont une inertie beaucoup plus grande que la température liée à l'activité solaire, ce qui fait que l'un dans l'autre, on a eu des périodes véritablement très très chaudes et très sèches dans l'ensemble du Léman, comme c'est le cas d'ailleurs sur l'ensemble des lacs du plateau suisse. Donc ce tableau, on pourrait le refaire sur d'autres lacs. Sur cette image-là, on a le Léman, mais vous avez par exemple le trétillé bleu qui indique de manière relative, parce que ce n'est pas les mêmes altitudes bien sûr, de manière relative la variation du niveau des eaux sur le lac de Neuchâtel et la couleur bleu clair indique les variations connues dans l'ensemble du Léman. Donc vous voyez que ça n'a pas arrêté de monter et de descendre et dans une tranche d'extrême qui est de l'ordre de 9 mètres, c'est-à-dire plus 3 mètres pour les périodes les plus humides, je dirais, ou les plus hautes du niveau, et moins 6 mètres pour les périodes les plus basses. Et là, on approche l'altitude, la profondeur de 5,6 mètres dont je vous ai déjà parlé. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et le Léman est un des lacs du plateau suisse, ou même, je dirais, de toute la région, où ces variations sont les plus importantes, et ceci est lié à son bilan hydrique qu'on verra tout à l'heure. Alors quand on met en liaison, d'une part, les périodes archéologiques, d'autre part, ce que l'on appelle les variations de température, qui sont liées, je ne vous ferai pas le détail, mais qui sont liées à la variation du carbone 14 résiduel dans l'atmosphère, qui possède une précision et une définition de l'ordre de 10 ans, ce qui est exceptionnel pour nous, les archéologues. À part ça, la pluviosité, on a de la peine à l'évaluer, mais on essaie de l'estimer plus ou moins par rapport à l'avancée ou au recul des glaciers. Maintenant, il y a un autre élément qui intervient, c'est les éléments géologiques. En effet, on peut avoir, dans un grand lac comme le Léman, on a un verrou au niveau de l'affluent, principalement le Rhône, et on a un autre verrou au niveau de l'émissaire, et ce verrou, il est à Genève, au niveau du bois de la Bâtie. Vous connaissez tous et toutes les falaises de Saint-Jean qui ont tendance à s'effondrer, et périodiquement, l'État de Genève doit les nettoyer, doit les consolider. Eh bien, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait eu à certains moments des effondrements à Genève des falaises de Saint-Jean qui créent un barrage temporaire dans le Rhône, et à ce moment-là, le niveau des eaux est remonté de manière considérable, jusqu'à 3 mètres par rapport au niveau actuel, un niveau qui est connu pendant l'époque romaine, par exemple. A contrario, là, ce n'est pas vérifié, mais c'est une hypothèse qui tient quand même la route, il y a un autre verrou, cette fois en amont, avec le défilé de Saint-Maurice. Et donc, si on a eu un effondrement à certains moments dans le défilé de Saint-Maurice, on a très bien pu avoir un arrêt de l'écoulement des eaux du Rhône dans le Léman, et à ce moment-là, un abaissement des eaux très important, de l'ordre de 6 mètres, voire plus. Donc, pour l'instant, ces problèmes, je dirais, d'effondrement dans le Valais sont des hypothèses, pas du tout confirmées. Il y a des géologues qui y travaillent, mais pour ce qui est des hauts niveaux liés à un effondrement au niveau du bois de la Bâtie, c'est tout à fait envisageable. Sur ce schéma, on voit ces différents facteurs. Donc, on voit aussi bien le contrôle du débit du Rhône à Genève qui est lié par des effondrements éventuels, le contrôle du débit du Rhône au Bouvray par des éventuels effondrements qui seraient au niveau de Saint-Maurice, mais surtout l'alternance de la température, des variations de température et de pluviométrie
qui ont permis d'avoir des variations du niveau des eaux très importantes. Alors c'est connu sur l'ensemble de la Suisse, sur l'ensemble des habitats au nord des Alpes, un peu moins au sud des Alpes où les conditions météorologiques sont un peu différentes. Et c'est principalement ces variations de niveau qui ont eu pour effet qu'à certains moments, les préhistoriques ont décidé d'aller s'établir sur la benne émergée pendant les basses eaux. Alors, on a certains endroits dans le Léman où montrent véritablement ces phénomènes de manière ces vestiges de manière très intéressante au niveau déjà géologique. On se trouve ici à Tolochna, donc sur la rive du lac qui se trouve en aval de Morges. Et donc là, on est environ sous 2 mètres d'eau, donc vous voyez l'indication de la rive. Et on a des cordons de galets, des cordons de cailloux roulés par le lac qui viennent de la moraine, donc qui ont été érodés à partir de la moraine glaciaire et qui marquent ce qu'on peut appeler des espèces de cordons littoraux qui étaient en fait des différents niveaux du lac aux époques préhistoriques. Maintenant, quand on regarde l'autre image, on s'aperçoit qu'il y a une accumulation importante à un certain moment. Et cette accumulation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les préhistoriques qui ont ramassé tous les galets qu'il y avait à proximité et qui en ont fait une sorte de plateforme, une sorte de, comme je dirais, de pavage qui permettait véritablement de construire leur village de manière beaucoup plus confortable et pas d'avoir toujours les pieds qui traînaient dans la boue et dans la vase. Donc là, c'est une démonstration vraiment évidente, malheureusement unique sur l'ensemble du Léman, de voir comment les préhistoriques se sont adaptés à certains moments et comment il y avait toute une série de niveaux des eaux antérieures qui ont varié dans des proportions très importantes pendant plusieurs millénaires. Alors, vous me direz, tout ça, ça s'est passé pendant la préhistoire. Eh bien, pas forcément que pendant la préhistoire, puisqu'il y a eu un épisode sur l'ensemble de l'Europe entière en 1921-22, surtout en 1921. Il y a eu une sécheresse relative. Quasiment pendant tout un été, il n'y a pas eu de pluie. Il a fait très chaud. On parle de canicule ces jours, ces dernières années, mais il y en a eu aussi par le passé. C'est forcément cyclique. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une baisse du niveau des eaux tellement importante qui était de l'ordre de 1,2 mètre plus bas que le niveau moyen de l'époque, des époques environnantes, des époques antérieures. Et donc, c'est là qu'on a pu voir, par exemple, des barques du Léman asséchées, enfin, totalement déposées sur la grève, et que, par exemple, les mouettes genevoises arrivaient encore tout juste à naviguer dans la rade de Genève, mais c'était la limite, et les bateaux de la Cégène ne pouvaient plus arriver à Genève, et ils étaient obligés de débarquer leurs passagers à la belote. La rade de Genève n'était plus du tout, disons, navigable pour des bateaux avec un tirant d'eau plus important qu'aux alentours d'un mètre. Alors ça, c'était un épisode qui n'a duré qu'une année, une année et demie par là autour. Imaginons qu'un tel épisode se soit déroulé pendant 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, on aurait eu un abaissement des niveaux du lac qui aurait été comparable à ceux que l'on a connus pendant la préhistoire. Alors voilà l'image de la rade de Genève qu'on pouvait avoir à l'époque du bronze final. Donc le bronze final est une époque préhistorique qui s'étend environ de 1000, 1100, 1200 jusqu'à 800 avant notre ère. Et donc pendant cette période-là, l'ensemble de la rade était asséché sur ce qu'on appelle le banc de travers, qui est donc une plateforme d'argile qui était déposée par le glacier du Rhône. En rouge, vous voyez les limites actuelles de la rade. Donc imaginez aujourd'hui, si on se trouvait, je ne sais pas, à la pointe à la pointe des Paquis, eh bien on serait à pied sec. On serait pas on serait pas dans le lac, on serait vraiment sur une zone tout à fait plane de sable, d'argile, avec des petits bosquets de saules, de de plantes aquatiques, etc. Et donc, c'est une vision qui existait pendant la préhistoire à plusieurs époques, au moins à 3-4 époques, et les préhistoriques, en particulier du bronze final, en ont profité pour s'étendre, pour s'installer sur ces zones dégagées par les eaux. Sur cette autre image, on voit très bien quelle était la proportion, quelle était la relation entre le lac et puis ces villages. Et donc, ils se sont établis proches de la ligne de rivage. On a retrouvé, pendant les fouilles, on a retrouvé une plage préhistorique. C'était exceptionnel. Je n'ai pas très bien compris d'ailleurs comment est-ce qu'elle a pu être préservée pareillement. C'est à la faveur de dépôts de sable qui sont apportés, qui ont été enlevés, etc.
Mais donc, les gens se sont établis. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont établis là? D'une part, parce qu'ils avaient la possibilité facilement de planter des pieux pour construire leur maison, mais surtout, d'autre part, c'est qu'ils avaient la proximité de l'eau. Parce que donc, ces bas niveaux des lacs, c'était essentiellement pendant des périodes de sécheresse relative, et donc il fallait toujours avoir de l'eau pour pouvoir vaquer aux occupations domestiques, pour ne serait-ce que pour boire, pour laver les aliments, etc. Et donc, c'était une nécessité de se rapprocher des restes, des réserves d'eau permanentes que constituaient les lacs, mais surtout beaucoup plus bas qu'auparavant. Alors voilà, la rade de Genève a deux époques. Donc là, j'ai pris deux extrêmes pour montrer véritablement cette opposition. Alors, les plus hauts niveaux que l'on connaît, ils ont existé pendant l'époque romaine. Ne parlons pas du retrait du glacier du Rhône, où là, on a eu jusqu'à des niveaux du lac beaucoup plus importants, mais c'était lié au retrait du glacier du Rhône qui n'avait pas encore totalement fondu. Mais à l'époque romaine, par exemple, on a un niveau du lac qui était 3 mètres plus haut que le niveau actuel. C'est ce qu'on appelle aussi la terrasse romaine de 3 mètres. En revanche, pendant les périodes préhistoriques, par exemple l'âge du bronze final, on peut avoir un niveau du lac qui est de l'ordre de 368 mètres, c'est-à-dire 4 mètres plus bas que le niveau actuel, voire 6 mètres, comme on l'a vu. Et là, on est par exemple à l'âge du bronze final, aux alentours de 1000 ans avant notre ère, 900 à 1000 ans avant notre ère. Alors voilà encore une image d'un de ces villages émergés, sur la rive émergée. Là, on est sur le site des Roseaux, donc dans la baie de Morges. Vous voyez malgré tout qu'il y a une certaine distance qui a été ménagée entre le lac et puis les maisons, dans la mesure où les préhistoriques étaient des gens qui avaient une très bonne connaissance de l'environnement, qui étaient des très bons observateurs de leur milieu, et ils savaient très bien qu'à certains moments, le niveau du lac pouvait remonter, même s'il était très bas, et donc ils ne mettaient pas leur maison complètement sur la ligne de rivage. En outre, même à certains moments, ils devaient se protéger des crues temporaires du niveau des eaux, et ils le faisaient avec différents dispositifs qu'on verra tout de suite. Alors voilà un de ces dispositifs, par exemple. Pour se protéger des crues saisonnières ou temporaires ou même accidentelles du niveau des eaux, eh bien, les préhistoriques ont construit des palissades brise-vagues. Ici, c'est une reconstitution d'un village du lac de Neuchâtel. C'est ce qu'on appelle le village de la Bête Concise. Et c'est un village qui n'a pas été fouillé, mais qui a été étudié essentiellement par photographie aérienne et par relevé topographique. Et vous voyez, les maisons sont complètement alignées les unes derrière les autres, vraiment selon un plan quasiment proto-urbain. Alors ça, c'est une caractéristique du lac de Neuchâtel. Dans le Léman, ce n'est pas du tout le cas. Comme quoi, les habitants du Léman sont peut-être un peu plus, je dirais, désordonnés que les gens de Neuchâtel. Enfin, à l'époque, en tout cas, aujourd'hui, bien sûr, c'est totalement différent. Mais ils alignaient leurs maisons de manière extrêmement rigoureuse. Et quand j'ai demandé à l'infographiste de reconstituer le plan de ce village, il m'a dit, mais écoute, c'est pas normal, c'est beaucoup trop régulier, ça va pas. J'ai dit, non, non, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on a vu sur le terrain. Mais malgré tout, ça nécessitait d'avoir une palissade pour se protéger pendant les périodes de hautes eaux. Alors voilà ce qui reste aujourd'hui de ce village, avec cette fameuse palissade brise-vague. Et on voit encore des petits points noirs qui sont les pilotis, qui sont encore visibles par photographie aérienne, et qu'on se fait un plaisir de topographier, et en plongée d'une part, et d'autre part, à partir d'images prises par drone. Alors, une autre manière de se protéger contre les crues temporaires ou accidentelles du niveau des eaux, eh bien, c'est de surélever les planchers. Donc, l'idée est d'avoir, qu'avaient nos prédécesseurs du 19e siècle, d'avoir des maisons sur des plateformes, ce n'est pas complètement faux. Mais ce n'était pas une plateforme sur laquelle étaient construites des maisons, c'était que chaque maison avait sa plateforme. Enfin, ce n'était pas une plateforme, c'était un plancher surélevé. Et c'est ainsi que ça permettait, pendant les périodes de crue ou d'inondation, de ne pas avoir l'ensemble du sol de la maison qui soit inondé et de continuer à vivre de manière plus ou moins normale pendant des périodes relativement brèves. Merci beaucoup, Pierre. C'est vraiment super intéressant, même si on avait déjà préparé tout ça. C'est vraiment un plaisir d'écouter cette belle histoire. Alors maintenant, on va parler de ton métier, celui d'archéologue, l'un de tes métiers, d'archéologue, d'archéologie sous lacustre, dendrochronologie. Pierre va nous en parler et puis de toutes les méthodologies
les méthodes qui ont été développées justement pour faire de l'archéologie. On va revenir sur ce fameux casque. Je te passe la parole, Pierre. Voilà, bon, tu peux tout de suite mettre le... Voilà, c'est plus simple comme ça. Moi, je vais fermer la fenêtre. Alors, en fait, bon, on reparlera de la dendrochronologie tout à l'heure, mais déjà, les méthodes de recherche, donc, vous avez déjà vu cette image de la première plongée archéologique dans le Léman par Adolphe von Morlo avec son casque en fer. Eh bien, moi, je rêvais depuis des années de reconstituer cette expérience, et c'est ce qu'on a fait dans les années 80 à l'occasion d'une nuit de la science, où j'ai fait refaire un casque à partir de l'image de cette gravure qui n'est pas très, très précise, mais malgré tout, il y avait quelques informations. Et donc, je suis redescendu aussi le long d'une échelle pour aller voir comment ça faisait et quelle était l'impression qu'on pouvait avoir. Eh bien, je vous promets que c'était pas formidable. C'est d'abord le casque faisait un bruit pas possible parce qu'il y a des bulles qui s'échappaient devant et derrière et sur les épaules. En plus, si on baisse la tête, eh ben, à ce moment-là, le casque menace de tomber. On a de l'eau qui arrive jusqu'aux narines. J'avais toujours l'angoisse que mes collègues arrêtent de pomper en surface, même si c'était une fausse pompe, c'était quand même pas très, très rassurant. Et puis ensuite, après, il fallait que je retrouve l'échelle. Et là, heureusement qu'il y avait un plongeur qui était là pour m'aider et qui m'a pris par la main, qui m'a montré où était l'échelle, parce que je voyais pas grand-chose, il y avait de la buée sur la vitre. Bref, c'était pas une réussite et je comprends pourquoi, en 1854, Adolphe Morlot n'a pas réédité l'expérience. Mais bon, j'étais très content malgré tout de pouvoir la faire pour voir à quel point c'était une expérience historique qui avait été faite, mais qui n'a pas eu de lendemain. En fait, maintenant, pour étudier les villages palafitiques, alors les villages palafitiques, il faut un peu préciser les choses. Il y en a aussi bien dans des marais, il y en a dans des lacs plus ou moins profonds, pas plus que 6 mètres en général. Et ces villages, il faut pouvoir les fouiller soit en plongée, soit le mieux, c'est de le faire avec ce qu'on appelle des pales-planches, donc des bâtardeaux de pales-planches, des espèces de caissons dans lesquels on isole la zone de fouille de l'eau et on assèche l'ensemble de la surface avec des pompes très puissantes, ce qui permet de travailler plus ou moins à pied sec. Donc, plus ou moins à pied sec, c'est-à-dire c'est relatif parce qu'on est de toute façon sur un terrain qui est très humide, mais ça permet d'utiliser des méthodes de fouille, je dirais, classiques, aussi bien les méthodes de mesure, les méthodes de description, de dessin, de fouilles, que ce soit à la truelle ou à pelle mécanique, c'est égal. Et donc là, par exemple, c'est sur le site de la Grange qui a été fouillé suite au projet de plage des eaux vives et qu'on a fouillé dans les années 2017-2018 et qui a donné des résultats très, très concluants. Alors, quand on ne peut pas mettre en place des pales planches, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on travaille en plongée. Et là, je dirais que c'est pas mieux, c'est pas moins bien, mais c'est très différent. Et le gros problème que l'on a en plongée, c'est la turbidité de l'eau. Et donc, pour éviter cette turbidité, il faut toujours avoir ce qu'on appelle un courant d'eau. Alors, dans la rade de Genève, on a de la chance, c'est qu'il y a toujours un petit courant, même par temps calme. Mais ensuite, il faut enlever le sable de surface pour voir ce qu'il y a dessous. Et pour enlever le sable de surface, on le fait, par exemple, avec des tuyères alimentées avec des pompes à haute pression. Et ça crée un courant d'eau sur la zone de travail, ce qui permet ensuite de voir ce qui se passe, d'enlever le sable, de trouver les objets, de trouver les pilotis cassés éventuellement et tout autre type de vestiges qui pourraient se trouver sur le site. C'est donc une méthode très longue, assez coûteuse, parce que malgré tout, il faut toute une infrastructure. Et de toute façon, on ne peut pas faire les fouilles sous la custe dans les périodes estivales, ce qui implique d'avoir des combinaisons adaptées, parce qu'en été, on a des algues, on a la turbidité liée au plancton, et là, on verrait strictement plus rien. C'est le plus gros problème de la fouille en plongée, dans nos lacs en tout cas, pas en Méditerranée, mais dans nos lacs, c'est la visibilité. Il faut qu'on ait une bonne visibilité pour voir ce qu'on fait. Alors, pour ce qui est du dessin, du relevé et des mesures, là, il n'y a pas trop de problème. On utilise soit des feuilles de plastique, soit des planchettes en PVC, et on dessine avec des crayons papier, tout simplement. On prend des mesures avec des rubans métriques ou avec des mètres. On décrit les choses comme on le ferait sur Terre. Il faut juste avoir la précaution que le crayon soit attaché à un bout de cordelette, sinon, quand on le lâche, bah, il remonte en surface. Donc là, c'est des méthodes assez classiques et qui ne changent pas beaucoup des méthodes de fouille terrestres. Là, c'est un exemple qui a été fait sur le tracé des fouilles de la tranchée de Ray 2000.
à la hauteur de Concise aussi. Et donc là, c'était aussi une fouille qui s'est faite dans un rideau de pale planche. Là, cette fois, c'était pas une surface, c'était vraiment une ligne de pale planche sur le tracé de la tranchée où devait être construite la nouvelle voie de rail 2000. Et donc là aussi, vous voyez des centaines, voire des milliers de pilotis. Chaque petite étiquette marque soit un pilotis, soit un objet archéologique qui a été trouvé à même le sol. Et c'est un travail extrêmement long, extrêmement fastidieux, mais qui peut donner des résultats formidables ensuite au niveau de l'interprétation. Alors, dans le domaine lacustre, les fouilles en plongée, il faut qu'on arrache les pilotis pour pouvoir les analyser, pour pouvoir les échantillonner et les dater. Et donc là, ça se fait par exemple avec un treuil de 2 tonnes qui permet d'arracher les bois préhistoriques. Et ensuite, on les analyse, on les photographie, on les dessine et on les prélève pour la datation. Voilà par exemple une fiche d'analyse de pilotis. Donc là, vous avez toutes les informations qui sont liées à ce pieu, plus la photo, avec le dessin de la rondelle qui était coupée et qui était coupée à l'endroit où le pieu était le mieux conservé, ce qui permet d'avoir le plus de cernes d'aubier, avec les analyses dendrochronologiques, avec les résultats de ces analyses, avec la description du bois en lui-même. Et c'est véritablement l'ensemble de toutes ces informations qui permet ensuite, quand elles sont traitées au niveau spatial, d'avoir une compréhension globale sur l'habitat préhistorique de cette zone. Alors, la dendrochronologie, je ne vais pas vous donner trop de détails là-dessus, parce que c'est vraiment une discipline très particulière, mais qui est essentielle pour notre travail. Donc, quand un arbre croît, chaque année, il y a un nouveau cerne d'aubier. Mais ce cerne, il est, pas d'aubier, nouveau cerne de croissance. Mais il est composé de deux épaisseurs. Il y a d'une part le bois d'hiver, d'autre part le bois d'été, qui se distinguent par la densité des canaux, des canaux de circulation de la sève. Et donc, quand on mesure la largeur de chacun de ces cernes, on obtient une courbe de référence, on obtient une courbe qui nous marque véritablement l'évolution du climat global, pas forcément du climat sur l'ensemble de la planète, mais c'est peut-être juste la région donnée. Et donc l'évolution de ce climat, plus ou moins humide, plus ou moins chaud, plus ou moins favorable ou défavorable, est une sorte de signature de l'époque dans laquelle s'est développé ce bois. Alors quand maintenant on veut arriver à pouvoir dater des bois qui datent de plusieurs milliers d'années. Et actuellement, la courbe de datation du chêne, par exemple, elle remonte jusqu'à 8000 ans avant notre ère. Eh bien, il faut prendre un bois qui aurait peut-être 116 ans, qui aurait été abattu en 1980, donc on connaît sa date d'abattage. Ensuite, le superposer avec un bois d'un chalet d'alpage qui aurait 37 ans. Et donc là, on va chercher, si vous voulez, le code barre correspondant du bois de 116 ans et du bois de 37 ans, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on remonte pendant des milliers d'années. Donc ça implique des milliers et des milliers d'échantillons. Et ensuite, on aura une courbe de référence qui sera valable soit de manière générale pour une région donnée, soit de manière plus spécifique pour une partie de la Suisse, par exemple. Et avec cette courbe de référence, on pourra ensuite comparer un échantillon de bois prélevé sur un site archéologique avec cette courbe, et on pourra la dater à l'année près, voire même à la saison près, si on a le dernier cerne, le cerne de ce qu'on appelle l'assise cambiale, qui a permis de voir si le bois il était abattu en automne-hiver, en été, etc. Il faut dire que quasiment tous les bois préhistoriques et tous les bois, en général des bûcherons, sont abattus en automne-hiver. C'est la période où la sève ne monte plus, et c'est aussi la période où c'est plus facile d'aller bûcheronner dans les forêts. Alors, un des exemples de ce type de datation et son application, c'est le village de Prévrange, qui était village de l'âge du bronze ancien, qui a été fouillé dans les années 90, sauf erreur, je crois, je ne me souviens plus très bien, c'est un moment. Et c'est un village qui était connu depuis longue date, mais qui était menacé à la suite de l'ouragan Lothar, qui avait fait pas mal de dégâts un peu partout, et on se méfiait que cet ouragan Lothar ait fait des dégâts sur ce site palaffitique. On est allé l'observer, en effet, on s'est aperçu qu'il y avait une érosion énorme qui s'était créée à cette époque-là, et que beaucoup de pilotis menaçaient d'être démantelés, d'être arrachés simplement par les courants. Et donc, il était décidé, avec l'archéologie cantonale vaudoise, de le prélever en totalité, soit un ensemble de 800 bois, de 800 pilotis. Et grâce aux analyses dendrochronologiques, on a pu reconstituer l'ensemble de l'évolution du village. Vous voyez que chaque maison a été datée à l'année près.
Alors parfois, certaines maisons ont été construites avec des bois datant de 2 ou 3 ans différents. Parfois, certaines maisons ont été consolidées, ont été refaites. Mais quoi qu'il en soit, on a une vision extrêmement précise de l'évolution de ce village. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, il y a eu une interruption de 129 ans. On a des idées par rapport à cette interruption, mais je ne m'avancerai pas trop. Et une deuxième phase qui s'est développée 129 ans après, avec d'autres maisons qui ont été construites sur les anciennes. Donc ça veut dire que les anciennes maisons avaient été démantelées, ou en tout cas abandonnées pendant plus d'une centaine d'années. Donc véritablement, c'est cette méthode dendrochronologie qui nous permet, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, d'avoir une reconstitution d'un habitat extrêmement fidèle, extrêmement proche, et ça nous permet de commencer à voir un peu vivre les habitants de ces villages. C'est ça qui est formidable. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux passer à la suivante. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, on voit que c'est un travail de longue haleine, parfois fastidieux, mais je pense que les découvertes doivent être assez jouissives quand on tombe sur des objets rares, par exemple. Maintenant, on va voir un petit peu plus comment vivaient nos ancêtres lacustres, qui est-ce qu'ils étaient, sujet du soir. Alors, tout d'abord, qui étaient les lacustres? Ben, ma foi. Alors, j'aime pas trop utiliser ce terme de lacustre, parce qu'il faut bien savoir, c'est que les habitants de nos régions, eh bien, qu'ils aient construit leur village sur la terrasse émergée pendant les périodes de basse eau, ou bien qu'ils soient rabattus sur les terrains plus élevés pendant les périodes, disons, plus humides, eh ben, c'était les mêmes personnes. Ce n'étaient pas deux peuples différents, c'était vraiment les mêmes, qui avaient les mêmes pratiques agricoles, qui avaient les mêmes coutumes, qui avaient la même culture. Simplement, ils se sont adaptés. Et vraiment, cette notion d'adaptation des hommes préhistoriques et des femmes préhistoriques aussi, d'ailleurs, pendant ces périodes-là, c'est extrêmement important et c'est peut-être l'enseignement principal qu'on pourrait retirer de ces périodes. Alors, qui étaient-ils? Ben, c'était des agriculteurs, des éleveurs qui pratiquaient l'agriculture, principalement des céréales, aussi des lentilles, des pois, de toute une série d'éléments agricoles que l'on connaît encore aujourd'hui. Ils avaient aussi du bétail. Ils avaient des, euh, des porcs, des bœufs, des chèvres, des moutons. Et ils pratiquaient encore la chasse, bien sûr, en particulier la chasse au cerf, qui était encore très abondant dans la région. Et donc, en fait, c'était des paysans, je dirais, assez comparables aux paysans du Moyen Âge encore chez nous, sauf qu'ils construisaient leurs maisons parfois au bord du lac et parfois sur un terrain plus élevé. Ce qui est intéressant, c'est que véritablement, cette culture néolithique, donc, qui s'est établie chez nous aux alentours de 5000 ans avant notre ère, eh bien, cette culture néolithique, elle est venue vraiment du Proche-Orient, ça on le sait très bien, mais je dirais, elle s'est scindée dans son évolution, dans son développement, parmi les colons qui se sont déplacés à partir du Proche-Orient, elle s'est scindée en deux courants de population. Et c'est ça qui est intéressant. Et je crois que sur l'image suivante, on verra cette chose-là. Alors, il y a encore le problème de l'artisanat. Alors aussi, hein, on pourrait dire que la période lacustre, c'est pas l'âge de la pierre, c'est pas l'âge du fer, c'est pas l'âge du bronze, hein, c'est tout ça, mais c'est aussi l'âge du bois. Dans la mesure où, dans les sites paléolithiques, on trouve énormément d'objets en bois et qui sont travaillés de manière extraordinaire, avec une habileté, une ingéniosité, une technicité même remarquable. Et souvent, quand on trouve des objets en bois dans les sites paléolithiques, on est émerveillé de voir à quel point ces gens étaient habiles, étaient inventifs et ont pu vraiment créer des objets qu'on aurait parfois même aujourd'hui de la peine à reconstituer. Alors c'est le cas par exemple pour certains objets qu'on a retrouvés dans le lac de Neuchâtel. Dans le Léman, on a retrouvé de la céramique par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle de la céramique de type Cortaillot, qui vient du site de Corsier-Port et qui est une céramique très fonctionnelle, très belle, pas très décorée. C'était vraiment la fonction qui était la plus importante, mais aussi l'esthétique générale. À part ça, il y a d'autres objets aussi très intéressants, comme par exemple cette roue en frêne, qui date de l'âge du bronze final, aux alentours de 900 avant notre ère, et qui fait environ 80 cm de diamètre, et qui a été constituée d'un assemblage de 11 pièces distinctes. Et quand on a demandé à un menuisier spécialisé de reconstituer cette pièce, d'en faire une copie, il nous a dit qu'il n'avait jamais fait un truc aussi compliqué de sa vie.
mais ça a été fait à l'époque préhistorique, à l'âge du bronze, avec des outils très rudimentaires, des outils en bronze quand même, mais des outils véritablement très rudimentaires, en tout cas pas avec des scies électriques comme aujourd'hui. On est émerveillé quand on voit véritablement l'habileté de ces gens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la Suisse, on dit toujours la Suisse, en fait, on a trois cultures. Eh bien, en fait, ces trois cultures de la Suisse, eh bien, quand on regarde cette carte, on comprend très, très bien ce qui s'est passé. À partir du Proche-Orient, il y a eu plusieurs mouvements de colons qui sont déplacés en direction de l'ouest et du nord. Et un de ces mouvements de colons est passé par les Balkans, à partir de la Turquie et surtout les Balkans, et ensuite a créé ce que l'on appelle aujourd'hui le courant danubien, donc plutôt du nord-est de l'Europe. Un autre courant s'est plutôt développé par voie maritime. Il a même contourné l'Espagne et le Portugal pour aller coloniser jusqu'à la Bretagne. Ça, c'est encore une autre histoire. Et puis aussi par rapport à la Méditerranée. Et en fait, au centre de la Suisse, on a, quand on voit les trois, je ne sais pas si je peux les... Je sais pas si, voilà. Et donc, quand on regarde ces trois flèches ici, on a donc un courant de peuplement qui vient de la zone danubienne, on a un autre qui vient de la zone méditerranéenne, et celui de la zone méditerranéenne, en fait, il s'est scindé en deux, avec un courant qui vient de la vallée du Rhône et un autre qui vient du domaine alpin. Parce qu'en effet, à cette époque-là, les Alpes n'étaient pas du tout un obstacle et un barrage naturel, c'était même plutôt, je dirais, des voies de communication assez favorables. On en sait quelque chose avec la découverte d'Otzi dans les Alpes d'Italie du Nord, et c'était un monsieur qui se déplaçait certainement assez fréquemment entre le nord et le sud des Alpes autrichiennes et italiennes. Donc en fait, on a une configuration à l'époque préhistorique, là on est aux alentours de 5000 avant notre ère, une configuration que l'on retrouve aujourd'hui dans les cultures de la Suisse. C'est assez intéressant de le voir. Et ça veut dire que finalement, il y a beaucoup de choses qui changent, mais pas tout. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est de l'inscription à l'UNESCO, donc là, vous avez compris, ce patrimoine des sites palafitiques en milieu humide représente un patrimoine extraordinaire, aussi bien pour comprendre notre passé que pour commencer à aborder les phénomènes d'évolution de l'environnement, des températures, etc., qui nous touchent. Et donc, ça nécessite d'une part de conserver tout ce patrimoine, de l'étudier, bien sûr, mais de le conserver pour les générations futures. Or, ce n'est pas facile, dans la mesure où c'est un patrimoine qu'on ne voit pas, c'est sous les eaux, c'est parfois dans des tourbières, dans des marais, dans des zones où on ne voit strictement rien, à moins d'en faire des fouilles. Et donc, on a décidé, en, en 2000, en 2004, on a décidé de lancer un vaste programme d'inscription, de classement auprès de l'UNESCO, du patrimoine mondial de l'UNESCO, de tous ces sites palafitiques. Là, vous n'en voyez qu'une partie, donc c'est essentiellement partie française, suisse, et un petit bout de l'Allemagne, un petit peu de l'Italie. Mais en fait, cette inscription, elle a concerné 111 sites, dont 56 en Suisse, 11 en France, 18 en Allemagne, 5 en Autriche, 19 en Italie et 2 en Slovénie. Parmi cet ensemble, bien sûr, c'est la Suisse qui est la plus importante, dans la mesure où c'est vraiment là qu'est née cette culture palaffitique, si on veut dire, même si elle est pas très spécifique. Mais c'est aussi en Italie, où il y a vraiment les 19 sites qui se trouvent en Italie du Nord sont extrêmement bien conservés. Et à mon avis, c'est là véritablement que les recherches devraient se reporter les décennies prochaines pour avoir des résultats et une compréhension encore beaucoup plus riche que ce que l'on a aujourd'hui. Alors pour le Léman, on est visiblement, on est évidemment dans le domaine méditerranéen. Ça, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, on a des influences du plateau suisse. Donc plateau suisse qui, lui, a ces deux influences à la fois méditerranéenne et danubienne, et est-orientale, et est de la Suisse. Et on a des cultures, des aspects très, très spécifiques. Par exemple, la manière de polir la pierre. On a une manière de polir la pierre à Genève qui n'est pas la même que la manière de polir la pierre à Morges, par exemple. C'est très étonnant. Or, cette manière de polir la pierre, elle vient de la vallée du Rhône, alors que dans le lac de Neuchâtel, par exemple, j'ai demandé à tous mes collègues, cette manière de polir la pierre n'est pas du tout connue. Donc, il y a à la fois des déplacements de population sur des très grandes distances, il y a des emprunts culturels très importants sur des très grandes distances, mais d'autre part, on a des particularités locales qui peuvent se marquer à quelques kilomètres près.
Qu'est-ce que c'est intéressant. Merci beaucoup. Un petit message qu'on a eu justement sur Facebook, on disait, c'est super intéressant. En préparant de nouveau cette interview, Pierre, bah, tu me racontais voilà, comment ces gens s'étaient adaptés à leur environnement sans avoir ni les connaissances ni les moyens technologiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Et pourtant, on a beaucoup à apprendre d'eux. Euh, je te laisse la parole sur ce sujet. Voilà, alors bon, c'est toujours difficile de dire, ah, le passé peut nous en apprendre pour le futur. Alors, ce n'est pas forcément des méthodes, des techniques, parce qu'évidemment, les problèmes d'environnement qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas en observant les palafites qu'on va arriver à les résoudre, loin de là. C'est d'autres problèmes. Cela dit, c'est plutôt au niveau, je dirais, au niveau de la mentalité. C'est-à-dire, quand je vois à quel point ces populations préhistoriques, entre le Proche-Orient, l'Europe et d'autres régions encore, ont pu s'adapter avec des crises climatiques. Il y a eu des crises climatiques beaucoup plus importantes par le passé que celles qu'on est en train de vivre. Sauf que celle qu'on est en train de vivre, ben, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle va s'arrêter, dans la mesure où c'est l'homme qui en est le responsable. C'est un autre problème. Et donc, moi, ça me rend, je dirais, assez optimiste, malgré tout, quant au fait que l'humanité, qui a pu s'adapter pendant des milliers d'années, pourra encore s'adapter avec peut-être d'autres matières. Peut-être qu'il y a eu des populations préhistoriques qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. Aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir ça, étant donné que tout est lié, tout est inclus. Maintenant, vous me direz peut-être qu'on pourrait considérer que la vie au bord des lacs, à l'âge du bronze final et avant au néolithique, c'était une vie un peu idéale où vraiment on allait cultiver son champ de blé, on allait de temps en temps tuer un cochon pour avoir à manger, etc. Quand le niveau du lac remontait, ben, on remontait un petit peu plus haut, etc. Donc c'était simple. Alors c'est très difficile d'arriver à se mettre dans la peau de ces personnages-là. Cela dit, je considère malgré tout que malgré les problèmes environnementaux qu'ils avaient, ils ont su avoir un mode de vie qui était relativement, je dirais, confortable. J'en ai pour preuve les objets qu'ils fabriquaient, qui étaient souvent des objets très sophistiqués, qui avaient une esthétique remarquable. Donc, je me dis, c'est peut-être faux comme sentiment, mais dans la mesure où on est prêt à passer du temps pour décorer une épingle en bronze avec des motifs extrêmement fins, extrêmement sophistiqués, c'est quand même qu'on n'est pas trop mal dans sa peau et qu'on peut se permettre de passer du temps à des choses qui ne sont pas directement liées à la survie, à la reproduction et à la perpétuation de l'espèce. Et c'est ces éléments-là qui me font penser que finalement, ce n'était pas si désagréable de vivre à ces époques-là, même si aujourd'hui, on ne pourrait pas vraiment y vivre, car on n'est pas du tout, nous, adaptés à ce mode de vie. Voilà. Merci Pierre, une belle conclusion, pleine d'espoir et de positivisme, ça fait du bien. Donc, je te remercie. On a cette petite image de conclusion. Je ne sais pas si tu as un mot euh, pour conclure cette interview que tu souhaites Je ajouter. veux juste, alors évidemment, c'est la question est de savoir si le monde des palafites était un âge d'or. Alors, c'est une question que se sont posées nos prédécesseurs, disons, au moment où ils ont eu cet engouement pour les palafites, dans les années 1800, 1850, 1860, et eux, ils ont très vite considéré que c'était une sorte d'âge d'or. Alors, un âge d'or pour la Suisse, ça ne veut pas dire un âge d'or où on se les roule, on a tout ce qu'il faut, on est dans le jardin d'Éden, mais un âge d'or où, par l'inventivité, par le travail et par la persévérance, qui est très suisse comme sentiment, on arrive à avoir un mode de vie convenable, on arrive à se protéger des ennemis, parce qu'on imaginait qu'il y ait des ennemis à l'époque, des bêtes sauvages, même s'il n'y en avait pas beaucoup, et on arrive à vivre à proximité d'un lac avec un mode de vie tout à fait convenable. Et disons, l'image de cette famille qui est tirée d'un film sur lequel justement on a essayé de montrer tout l'intérêt de ces sites palafitiques et tout ce qu'on peut en tirer à tout point de vue, l'image de cette famille tout à fait épanouie en est tout à fait une bonne illustration. Merci infiniment, Pierre, de nous avoir partagé ta science. On va passer à la partie questions-réponses. On a une remarque avec Yves Biot pour la France et Pierre Corbout pour la Suisse. Nous avons beaucoup de chance. Je pense que tu vois de qui je Tout suis à en fait. train de Oui. parler.
c'est un collègue que j'apprécie beaucoup et on travaille beaucoup ensemble. Enfin, on ne travaille pas ensemble parce qu'il est sur France et moi sur Suisse, mais on échange des données, voilà. Et Laurent nous partage le fait qu'il y a un centre roman qui enseigne aussi tout cela, le CREASSM. Est-ce que tu les connais? Ça ne dit rien. On a Philippe qui nous demande par rapport à la pêche. C'est vrai qu'on a des illustrations de scènes de pêche qui existent, qu'on n'a pas montré ce soir. On voit des petites pirogues avec des campagnes de pêche sur le lac. Si tu peux nous en dire peut-être plus sur ces campagnes de pêche. Alors, ce que l'on sait par rapport à la pêche pendant la préhistoire, donc les eaux étaient très poissonneuses probablement. Ça, je pense que tous les biologistes qui travaillent dans le domaine nous le diront. D'abord, les eaux étaient beaucoup moins polluées, et puis, bon, il y avait certainement une densité de poissons très importante. En revanche, on trouve dans les sites palafitiques, on trouve des éléments en liaison avec la pêche. On trouve des poids de filet, on trouve des éléments de filet, mais extrêmement limités comme surface. C'est quelques centimètres carrés, c'est pas l'ensemble des filets. On trouve aussi des hameçons. On trouve des hameçons soit en os, soit en bronze pour l'âge du bronze. Et donc, visiblement, vraisemblablement, la pêche était, disons, une subsistance qui était tout à fait appréciée. Le problème, c'est qu'ensuite, dans les fouilles archéologiques, c'est très difficile d'évaluer l'importance de la pêche, dans la mesure où on retrouve parfois des vertèbres de poissons ou des restes d'ossements de poissons, mais qui se conservent très très mal. D'abord, c'est des matériaux qui sont extrêmement fins, fragiles. Donc, c'est essentiellement quand on fait des fouilles tamisées, très très fines, qu'on peut en trouver. Mais évidemment, la pêche était utilisée à l'époque, était pratiquée, c'était un apport considérable. Cela dit, c'est quand même, ils ne sont pas mis au bord du lac pour pêcher. C'était des agriculteurs, des éleveurs qui avaient un mode de vie agricole comparable à nos paysans, mais bien sûr, la proximité du lac aidant, ils pêchaient aussi. Mais c'était pas un apport en calories qui était majeur. C'était accessoire, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui. Et au niveau des embarcations, là j'ai parlé Alors, d'une petite pirogue, mais est-ce qu'ils les utilisaient juste pour la pêche ou est-ce que c'était vraiment un moyen de déplacement? ça, on sait pas très bien. Bon, là, disons, il faut dire que les rives étaient toutes très occupées par la végétation. Donc, pour se déplacer d'un point à un autre en bordure d'un lac, quand même le plus simple, c'est de le faire par le lac. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a moins d'embouteillage. Mais la pirogue, vraiment, devait être utilisée peut-être pour pêcher, certainement même pour pêcher, peut-être aussi pour transporter des matériaux, mais pas les matériaux lourds. Il faut quand même savoir que ces pirogues, elles étaient très instables, hein. Les reconstitutions qui en ont été faites montrent que, ma foi, il faut avoir le pied marin, si on peut dire, pour naviguer sur une pirogue. Et puis, c'est pas vraiment très, très bien équilibré. Cela dit, les pirogues, on en retrouve. Et il faut quand même savoir que construire une pirogue, donc on a des pirogues qui vont, je dirais, entre 5 à 6 mètres de longueur, 8 mètres, 9 mètres, jusqu'à 10 ou 12 mètres de longueur, qui sont en général taillées dans un tronc de chêne, pour la plupart, et qui nécessitent un travail énorme. Tailler une pirogue dans un tronc de chêne avec la hache de bronze ou encore de pierre, c'est encore autre chose. C'est un travail considérable. Donc, on ne va pas avoir par village 10 pirogues. L'image du site des Roseaux, il y avait pas mal de pirogues. Il ne faut pas oublier que j'en ai enlevé quelques-unes. J'en ai passé à Photoshop quelques-unes parce que je trouvais qu'il y en avait trop. Et c'était mon professeur Alain Gallet qui, lui, avait beaucoup travaillé au Mali, qui avait proposé au dessinateur d'en mettre un certain nombre. Et on n'était pas d'accord. On disait, mais tu sais, le Mali, c'est une chose, mais vraiment, le Léman, c'est encore autre chose. Et les pirogues étaient présentes, on en a retrouvé, mais ça devait être vraiment assez exceptionnel. Il ne devait pas y en avoir plus qu'une ou deux par village, compte tenu de l'investissement et le temps de travail que ça nécessite. Les pieux qui sont sortis du lac, ils ont quoi comme devenir? Alors, donc là, par exemple, pour le site du plongeon, on en a prélevé 2400. Donc, on les a tous arrachés, tous échantillonnés, tous décrits, tous photographiés, etc. Et on en a conservé, j'ai plus le nombre en tête, mais un peu moins de 200, environ 150. Et on a conservé bien sûr les plus significatifs, ceux qui avaient les traces de travail les plus intéressantes.
Et le problème, c'est que le bois préhistorique ou le bois tout court, quand on le sort de l'eau, eh bien ensuite, si on le laisse à l'air libre, il va sécher, il va éclater et il va disparaître. Donc il faut, pour traiter un pieu de chêne, par exemple, il faut l'imprégner d'une résine synthétique ou alors éventuellement lyophiliser, ce qui nécessite aussi beaucoup d'investissement et ça coûte très cher. Donc, on choisit de ne conserver pour les générations futures, pour les musées, et pour l'étude scientifique, on choisit de conserver qu'un nombre assez limité de bois, ceux qui présentent vraiment un intérêt par rapport aux traces de travail. Et là, sur les 2400 qu'on a prélevés au plongeon, on en a conservé environ 150, ce qui est déjà énorme, hein. Ça a déjà coûté très cher et c'était beaucoup de travail pour le faire, mais c'est une collection de comparaison qui existe maintenant et qui est conservée à l'archéologie cantonale. Donc, il n'y aura pas de vente aux enchères, de vente de pieux si on veut en Non, avoir un dans son salon. ça avait été discuté un certain temps, mais je ne m'appesantirai pas sur la question. D'abord, c'est pas possible, c'est du patrimoine. Bien sûr. Alors, soit on considère que c'est des déchets scientifiques et on les rejette au lac, on les élimine, soit on les conserve soigneusement, on les traite, on les préserve, on les imprègne, et à ce moment-là, ça devient du patrimoine. Donc, il faut savoir où on en est. Et c'est valable d'ailleurs pour tous les restes archéologiques. Tout à fait. On a parlé de bateaux avant. Est-ce qu'il y avait d'autres fibres végétales qui étaient utilisées pour faire des embarcations ou c'était vraiment Alors, le bois? pour les embarcations, non, non, non. Enfin, on n'en a pas retrouvé en tout cas. On voit mal comment est-ce qu'il aurait pu y avoir, par exemple, une barque en papyrus, comme il y en avait en Égypte. En revanche, ça, j'en ai pas parlé, mais la fibre végétale était énormément utilisée. Non seulement les fibres de lin, donc il y avait les champs de lin qui étaient cultivés pour la fibre, pour les vêtements, par exemple. La plupart des vêtements étaient fabriqués en lin, sans oublier, bien sûr, les peaux animales. À part ça, on avait toute une série d'objets qui étaient fabriqués, des paniers par exemple, des paniers qui étaient faits en osier, en différentes fibres végétales. Donc les fibres végétales étaient extrêmement utilisées. Alors aujourd'hui, on n'en trouve que des petits fragments, bien sûr, malheureusement. Sauf dans certains cas, dans le lac de Neuchâtel, ils ont trouvé une collection de paniers extraordinaire qui a d'ailleurs exposé au Latenium. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces paniers, quand on les retrouve sous l'eau, ben, des fois, on se pose la question de savoir si c'est un vieux panier d'il y a 50 ans qui a été jeté là, ou bien si c'est un panier préhistorique. Dans la mesure où la manière de les faire, la manière de les tresser, c'est exactement la même méthode. Donc, de ce côté-là, un panier portugais actuel acheté dans un marché ou un panier préhistorique, c'est quasiment la même chose, Même chose. à part la patine. Et la peau de bête peut-être utilisée peut-être aussi pour... Oui, alors ça, c'est quelque chose assez intéressant. Alors, évidemment, quand on fait de l'archéologie, on essaie de reconstituer le mode de vie par rapport à ce qu'on trouve. Or, dans les sites palafitiques, pour ce qui est des habits, on retrouve des fibres végétales, principalement du lin, mais aussi d'autres éléments, d'autres éléments de végétaux qui ont été tressés, qui ont été rouis, qui ont été utilisés pour faire des vêtements ou des paniers. Mais on trouve quasiment jamais de peau de bête. Pourquoi? Parce que c'est un milieu acide qui ne conserve pas le cuir. Et déjà, le cuir, il est mangé par les micro-organismes. Donc, on n'a jamais retrouvé d'éléments de cuir ou de peau dans un site palaffitique. Ce qui nous permettrait de se poser la question si le cuir était utilisé. Mais il l'était, bien sûr. Et là, une découverte fondamentale qui était faite justement dans les Alpes italiennes, c'est la momie d'Otzi. La momie d'Otzi était habillée quasiment que de cuir, avec quand même quelques éléments de fibre végétale. Et donc, ça nous a montré ce qu'on imaginait déjà, et qu'en fait, le cuir, les peaux animales devaient être utilisées aussi bien que les fibres végétales pour des habits, pour des couvertures, pour toute une série d'éléments de vêtements et aussi de parures d'ailleurs. le- les lacustres, ces populations palafitiques, c'était les seuls habitants à cette époque en Suisse ou, enfin, ou dans la région, donc ils vivaient uniquement au bord des lacs. Alors, ça, c'est une question qui est très difficile à résoudre. Alors, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, on peut avoir dans les sites palafitiques une très très bonne précision des datations grâce à la dendrochronologie. Mais on retrouve aussi des villages préhistoriques qui ne sont pas palafitiques, qui se trouvent dans les hautes terrasses.
Simplement, quand on a un village de ce type et qu'on l'étudie soigneusement, on a un mode de vie qui est quasiment comparable, je dirais. C'est les mêmes objets, c'est les mêmes cultures, mais on est incapable d'arriver à dire ce village qui était sur la colline en dessus du lac, il est contemporain, plus ancien, plus récent que celui qui se trouvait sur la terrasse lacustre. Dans la mesure où sur Terre, on a des datations carbone 14 qui ont une précision de l'ordre, quand on les calibre, de l'ordre de 150 à 200 ans, alors que dans le lac, on a parfois l'année près. Donc c'est très difficile d'arriver à savoir ça. Et on aimerait bien savoir s'il y avait des villages terrestres qui étaient occupés en permanence, ou si simplement les villages terrestres que l'on retrouve aujourd'hui, c'était des villages lacustres qui sont déplacés. Parce que, étant donné que les panoplies d'objets sont les mêmes, c'est la même culture, c'est les mêmes gens par rapport à ce qu'on a, leur économie matérielle, mais est-ce que c'était vraiment les mêmes qui sont déplacés et qui ont simplement changé d'endroit? Ça, c'est malheureusement très difficile à le dire. Et là, ça restera, je pense, une question encore non résolue pendant plusieurs années. Merci. Peut-être une dernière question. On a parlé avant de ces différentes populations qui se sont croisées, différentes influences. Est-ce qu'on a des sites où on a vraiment ces deux influences qui se croisent au même endroit, ou c'est vraiment, on a une frontière et on a ceux du Danube et ceux de la Méditerranée? Alors, c'est assez marqué. Alors, je dirais que, par exemple, certaines cultures du néolithique final, on voit une limite très nette qui se trouve, par exemple, entre Yverdon et Yvonand. Disons, les gens d'Yverdon sont encore plutôt, alors bon, c'est pas absolu, hein, c'est très relatif, sont plutôt de culture méditerranéenne, alors qu'à partir d'Yvonand, on a plutôt une culture d'origine danubienne. Cela dit, il y a des mélanges, hein. Et tout ce qui fait l'intérêt de la Suisse, d'ailleurs, c'est la rencontre de ces cultures, leur intégration, leur interpénétration. Donc, on n'a pas vraiment la barrière de Rösti dont on parle aujourd'hui. En fait, c'est plus une zone tampon qu'une barrière de Rösti. Et puis, ça se marque par certains aspects, et puis d'autres. Par exemple, je vous ai montré cette roue formidable qui a été trouvée dans le lac de Neuchâtel. Eh bien, de tels types de roues se retrouvent quasiment au même moment sur l'Europe entière. Donc, il y a une communication d'expérience, de techniques, de modes de faire qui est extrêmement répandue sur l'ensemble de l'Europe, comme on peut avoir, par exemple, la manière de tailler le silex, ou bien de polir la pierre, qui change au bout de 20 kilomètres. Donc, c'est vraiment très, très, il y a, disons, différents cercles culturels ou cercles technologiques qui s'embriquent les uns dans les autres. C'est pas une absolue, c'est pas une frontière nette, c'est des manières de faire, des cultures qui sont un peu plus influencées par l'Est, par l'Ouest, par le Nord, par le Sud. C'est pas vraiment aussi bien marqué, comme ça l'est aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, On ne réinvente pas la notion de culture. on n'a Ça a rien toujours compris. existé. Merci encore une fois infiniment, Pierre. Il y a eu plein de messages très intéressants et de gens très intéressés. Merci encore énormément d'avoir partagé ton savoir avec nous. Sur notre site internet, toujours beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si l'ASL a la possibilité de pouvoir vous offrir ces webinaires et tout ce qu'on a la chance de pouvoir mettre à disposition du grand public, c'est grâce au soutien de nos membres, de nos donateurs. Donc, si vous n'êtes pas encore, faisant pas encore partie de cette communauté, je vous encourage à le devenir. Voyez sur notre site ou scannez le QR code que vous avez à l'écran. Encore un grand merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous approcher. Et je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Merci. Et Merci merci à beaucoup, tous. bravo. Et Bye bye. au Merci. revoir. Merci.